Alors, merci infiniment d'être venus si nombreuses et nombreux ce soir. J'ai peut-être quelques mots pour commencer, pour introduire un peu cette table ronde et pour parler aussi de ce festival qui s'affiche derrière nous et qui continue encore demain. Le but des Écotopiales, c'était de s'interroger sur la manière dont les récits et les imaginaires écologiques imprègnent et transforment aussi nos manières de voir le monde. On a une première journée qui se conclut aujourd'hui par cette très belle rencontre qui s'annonce très belle entre Alice et Isabelle, grâce à aussi Eric et moi. Voyons ce que ça donne, évidemment. Mais on a passé donc toute la journée à l'Université de Lausanne pour travailler avec des chercheurs et des chercheuses, des conférenciers et des conférencières ce matin sur ces questions d'imaginaire et de récits écologiques. Et demain, nous avons une seconde journée qui est consacrée à la création, avec 4 ateliers de création collaborative et participative en partenariat avec 4 institutions culturelles de Lausanne. Et donc, j'en parlerai encore un petit peu, évidemment, à la fin de cette conférence. Pourquoi s'intéresser aux récits et aux imaginaires dans le cadre de l'écologie? Première question qu'on peut se poser, ça ne va pas forcément de soi. D'une part, et ce sera mon introduction, d'une part, parce que l'écologie est affaire de coexistence, et que le récit, en tant qu'œuvre mimétique, c'est-à-dire en tant qui limite le réel, constitue un moyen de composer, de construire des formes de coexistence nouvelles et de les donner à penser et à sentir. Et en ce sens, les outils de l'art et de la philosophie sont aussi des outils d'organisation, sont aussi des outils politiques, en ce sens qu'ils ont la capacité d'élaborer des formes d'organisation sociale, alternatives, vraisemblables, et ce faisant de proposer des redistributions de rapports de force, de pouvoir, d'influence et de valeurs en les insérant dans des mondes possibles. Et dès lors, la question, d'où le titre en fait de cette rencontre aussi, politiser les vivants, pour l'interrogation, l'horizon des nouveaux récits écologiques. Face au désastre en cours, quel secours nous apporte notre capacité à faire récit, au vu de l'accumulation de données scientifiques catastrophistes auxquelles nous sommes collectivement et quotidiennement soumis? Quelle nouvelle puissance les œuvres de fiction recèlent et comment est-ce que la philosophie peut nous aider à leur donner vie? Les formes de l'art, qu'il s'agisse du théâtre, de la littérature ou des arts plastiques, proposent donc des reconfigurations de notre rapport à nous-mêmes, au monde et à autrui. Ces 3 écologies que citait déjà Félix Guattari en 1989. Mais jusqu'où est-ce que cette performativité des récits peut s'étendre? Est-ce que raconter des belles histoires peut suffire, encore faut-il que ce soit belle, peut suffire à faire entrer tous les vivants dans un même monde commun? Et si oui, de quelle manière? Voilà, il ne fallait donc pas moins de 2 philosophes pour investiguer ces questions, raison pour laquelle nous avons décidé de placer cette soirée en conclusion de la première journée scientifique des Écotopiales, avec cette rencontre exceptionnelle donc je remercie encore Isabelle Stengers et Alice Carabinian d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, et évidemment Eric d'avoir accepté la comodération. Alors moi, la première question que je me posais, c'était finalement pour aussi présenter un petit peu vos parcours respectifs. Alice Carabinian, vous êtes philosophe politique, actuellement chercheuse aussi. Isabelle Stengers, vous êtes philosophe des sciences, vous avez commencé en tant que philosophe et historienne des sciences, et aujourd'hui vous êtes professeur honoraire à l'Université libre de Bruxelles, parmi toutes vos casquettes, évidemment. Ma question, c'est, pour l'une et pour l'autre, comment est-ce que cette question écologique, finalement, au fil de votre parcours, à quel moment est-ce que ça s'est posé, quelle forme est-ce que ça a pris, compte tenu justement de vos disciplines respectives? Commençons peut-être avec vous. Disons que quand j'ai terminé la chimie et commencé la philosophie, le titre académique de ce que je devais faire, ça s'appelait épistémologie. Et j'ai jamais accepté que c'était de ça que je m'occupais, parce que, connaissant la chimie, je voyais pas ce qu'il y avait d'épistémologique là-dedans. Et donc, je crois que c'est ce problème-là. Comment parler des sciences? Et l'épistémologie, c'est en général définir l'identité des sciences. C'est pour échapper à ça, qu'est-ce qu'une science, que finalement le terme écologie m'est venu. En tout cas, ça s'est noté, ça s'est appliqué là, parce que qu'est-ce que c'était l'écologie pour moi à ce moment-là? C'était qu'est-ce qui fait que les sciences modernes, finalement, ça commence avec assez peu de choses.
pas les sciences. En gros, c'est Galilée et des billes qui tombent le long d'un plan incliné. Pourquoi depuis ça s'appelle les sciences modernes? Et c'est-à-dire aussi, quel est le milieu qui était celui de Galilée, qui a donné tant d'importance à cette possibilité de définir comment les corps lourds tombent. Ce qui est finalement une question dont tout le monde s'en fout, on sait qu'ils tombent. Mais pourquoi, comment? Et donc, et c'est là que ce milieu m'a frappé comme étant celui où se posait vraiment la question de la vérité. On était après l'imprimerie et commençaient les guerres de religion, etc. Donc, l'idée que Galilée avait pu montrer que sa définition de comment les corps tombent n'était pas une simple construction à prendre, une généralisation humaine parmi d'autres, mais que les billes lui donnaient raison. C'est ce qu'on appelle la preuve au laboratoire. Ça a fait événement. Ça a fait un événement démesuré par rapport à la portée. Parce que, vous savez, avec la friction, avec l'atmosphère, il y a très peu de corps qui tombent en respectant les lois de Galilée. Donc c'était vraiment la possibilité de la preuve qui a fait. Et je crois qu'en suivant le trajet de la preuve parmi les différentes sciences, primo, on se rend compte que la science est une construction politique en tant que telle. Qu'est-ce qu'il y a et on se rend compte qu'à chaque fois, la question de la preuve prend un sens différent. Après m'être occupée de physique, je me suis occupée de l'histoire de Mesmer et du magnétisme. Eh bien ça, on voit tout à coup que des scientifiques qui sont des descendants directs de Galilée, pour juger la validité ou même l'exercice du fluide magnétique de Mesmer, on est à la fin du XVIIIe siècle, vont inventer un autre type de preuve. Vont créer non pas des dispositifs expérimentaux comme le plan incliné de Galilée ou la pompe à vide de Boyle, mais un dispositif qui met en jugement qui n'essaye pas de prouver ce que seraient ces guérisons qui se faisaient par fluide magnétique et dont on dit que c'est le prédécesseur de l'hypnose. Mais est-ce que le fluide magnétique existe? Donc on met en jugement le fluide magnétique et ce genre et on réussit dans ces conditions-là à dire non, l'imagination peut produire seul les effets qu'on attribue au fluide, et le fluide sans l'imagination ne peut rien. Donc on est maintenant dans les sciences, on est loin de la bille qui tombe, hein. On est dans la densité de qu'est-ce qu'une guérison et qu'est-ce qu'un guérisseur. Eh bien, ce genre de choses a continué, et continue tout le temps maintenant. Par exemple, avec les électrosensibles, on somme les personnes qui se plaignent d'électrosensibilité. Vous savez ce que c'est l'électrosensibilité? Donc, c'est le fait d'être rendu malade par les ondes électromagnétiques. Eh bien, on les somme de se manifester de telle sorte que seules les ondes devraient être responsables. Et la moindre petite possibilité de dire c'est peut-être pas uniquement ça fait, alors elles ne sont responsables de rien. Donc ça veut dire qu'ici, la preuve entre dans le régime de l'ordre public. Personne n'essaye d'expliquer, personne n'essaye de décrire le phénomène en lui-même, mais on le disqualifie ou on le qualifie, parce que les tests cliniques, c'est la même chose. On teste une molécule sur des gens qui ne savent pas ce qu'ils prennent. Donc on court-circuite les effets les effets sur lesquels jouent souvent les guérisseurs. Mais ça doit marcher tout seul. Donc, vous voyez que là, la preuve sert à l'ordre public, est entrée dans une nouvelle écologie. Il y a les deux qui coexistent, mais il y a au moins deux écologies des sciences qui coexistent. Et raconter les sciences sans tomber dans l'idée il y a la science, eh bien, ça passe par la différence d'écologie des pratiques. Qui s'intéresse à ces pratiques? Qui les fait compter? Et comment elles procèdent en réponse à ces questions. Voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans l'écologie.
Mais c'est aussi, et j'ai trouvé l'idée du milieu en lisant Deleuze-Guattari, dans Qu'est-ce que la philosophie, où il disait aussi que la philosophie grecque n'est pas née amie de la cité grecque, mais répondant à des problèmes et des pratiques qui concernaient la cité grecque. Donc j'ai fait un peu la même chose pour les sciences, mais avec mes moyens. Alice Karabédian, vous ne venez pas de la même génération, donc l'écologie avait peut-être une place un peu différente. Comment est-ce que vous la rencontrez ? Déjà, merci à vous d'être là et merci vraiment pour la possibilité de faire cette rencontre. Je suis vraiment ravie. Moi, à la base, je viens des lettres, donc dès que j'ai pu, j'ai travaillé sur la science-fiction et d'abord sur la figure de l'alien, dans le film Alien. Mon chat s'appelait Ripley. J'étais à fond sur ce sujet. Et du coup, sur la question de l'altérité, plutôt à la base, et de là, après, j'ai ensuite travaillé sur la question des mutants. Et je dis tout ça en fait parce qu'au départ, moi, je travaillais plutôt sur les communautés politiques. Donc, dans la science-fiction, comment on les représente, qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est non humain, etc. Et en fait, assez rapidement, après, j'ai travaillé sur l'utopie. Assez rapidement, au-delà de la question de la communauté politique, c'est la question de qu'est-ce qu'on a en commun. Et en dehors de mon champ qui est celui de la science-fiction, tout simplement dans le réel, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est quand même cette planète. Et du coup, la question écologique, en fait, pour moi, elle est d'abord venue par mes intérêts politiques propres, avant d'être une question que j'ai pu trouver dans mon travail, et notamment sur l'utopie. Et voilà, de parler de communauté politique et d'utopie, pour moi, ça ne peut pas se faire sans parler du milieu dans lequel tout cela se passe. Donc la question écologique, elle est quand même de biais dans mon travail. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde la science-fiction, mais quand on regarde tout, quand il est impossible de faire quoi que ce soit ou d'écrire un livre qui ne prenne pas en compte ce qui se passe. Alors, enfin, en tout cas, moi, il ne m'intéresse pas du tout, ou je le trouve très dangereux. Vous, Isabelle Segers, vous êtes plutôt dans cette question de l'écologie des pratiques, c'est-à-dire essayer de déterminer ce qui nous tient lorsque nous pratiquons les sciences, et puis, si je comprends bien, de l'autre côté, les Carabédiens, l'écologie plutôt politique, qu'est-ce qui nous tient lorsque nous faisons, ou nous tentons de faire être ensemble, de faire quelque chose de commun. Et vous avez aussi, donc, on a évoqué cette question de la science-fiction. C'est aussi quelque chose qui vous touche toutes les deux. Vous y trouvez une ressource, vous y trouvez un moyen justement on parlait de la possibilité ou de la puissance des récits de proposer des alternatives. Comment est-ce que cet intérêt pour la science-fiction vous est venu? Alors pour le coup, vous, Alice Karabédian, vous en avez fait votre cheval de bataille et votre sujet de recherche principal. Peut-être que vous nous en dire deux mots. C'est égal. J'avais simplement, pour le coup, j'avais tapé ce que Ursula Le Guin a dit lorsqu'elle a reçu la médaille de la National Book Foundation en 2014, ce qui voulait dire qu'elle était tout à coup reconnue comme une vraie écrivain. Et donc voilà ce qu'elle a dit à ceux qui l'avaient reconnue, qu'elle dédiait elle partageait cette récompense avec tous les écrivains qui ont été depuis si longtemps exclus de la littérature. Mes camarades auteurs de fantasy et de science-fiction, écrivains de l'imagination. Et elle ajoute, des temps difficiles s'annoncent et nous aurons besoin de la voix d'écrivains capables de discerner des alternatives à la manière dont nous vivons aujourd'hui, capables de percevoir, au-delà de notre société paralysée par la peur, au-delà de ses obsessions technologiques, d'autres façons d'exister, et capables même d'imaginer des raisons réelles d'espérer. Nous avons besoin d'écrivains qui puissent se souvenir de la liberté, des poètes, des visionnaires, et ça j'aime beaucoup, des réalistes pour une réalité plus vaste. Et donc pour moi, la science-fiction, ça a été dès le début cet accès fictif peut-être, mais effectif à l'idée, à une réalité plus vaste que la réalité étroite et décevante, désespérante qu'on nous présentait comme réelle. Donc ça a vraiment été non seulement une ligne de fuite, comme dirait Deleuze, mais surtout une ligne de résistance
C'est eux que je veux prendre au sérieux et pas ceux qui nous disent ce qu'est l'homme, ce qu'est la science, ce qu'est le progrès, etc. Parlez même de Barthes, allez-y. Enfin, j'adore cette citation de Le Guin, les réalistes d'une réalité plus large. Et elle en a une autre, je crois que c'était dans une préface à La main gauche de la nuit, où elle écrit, donc c'est pas vraiment une citation, je paraphrase, mais on lui demande souvent ce qu'elle a voulu raconter par ses livres, et elle dit mais si j'avais pu le raconter d'une autre façon, en fait, je l'aurais pas fait. Et en fait, elle parle de métaphore en parlant dans cette phrase, elle parle de ses romans comme une métaphore de quelque chose, et qu'elle pouvait pas exprimer ce quelque chose autrement que par le recours à cette réalité plus large, à cette métaphore qu'est la science-fiction. Et ça, je trouve que c'est avec un L capital, l'outil de la science-fiction, c'est cette capacité à projeter des ailleurs, des autrement, etc., et à ne pas se contenter de ce qu'on a sous le nez, parce que, on va pas et à surtout essayer de voir plus loin, vraiment ma première rencontre avec la science-fiction, c'était 1984. Alors, c'était pas une rencontre très joyeuse, ça m'a traumatisée, mais ça m'a permis de penser. J'étais adolescente, hein, donc, mais j'étais assez politisée, mais malgré tout, et ça m'a permis de penser la politique sous un tout autre. C'était quoi? 1984. Ah, je croyais que c'était la date. Non, j'étais pas encore là en 1984. Non, j'étais pas. Mais cette capacité à penser en faisant des pas de côté, pour moi, elle n'a pas d'équivalent, en fait. Et en littérature, en tout cas, la science-fiction est le genre, pour moi, politique, parce que justement, elle fait ce pas de côté. Alors après, il s'agit de voir le contenu de ce qu'on raconte. Évidemment, il y a de la science-fiction très réactionnaire et idéologique. Très médiocre. Hein. Et voilà, ou complètement, soit nauséabonde, soit pas très intéressante, mais cette capacité à déplacer les choses, et aussi, plus j'ai travaillé sur la science-fiction, et là c'est peut-être un point de discussion avec Isabelle, dont on vient de discuter là à l'instant, mais plus j'ai travaillé avec la science-fiction, plus ce qui m'a intéressé, c'était cette capacité à voir loin sans se soucier, non pas du vraisemblable ou du réalisme ou du logique, etc., qui sont quand même malgré tout les armes de la science-fiction et qui la différencient de la fantaisie, etc., mais non plus seulement à penser des possibles, des choses qui pourraient être réalisables, mais à aller très très loin et à penser jusqu'à des choses qui pourraient être impossibles, en fait. Et à se détacher vraiment du réel, malgré des questions qui, ces livres ont été écrits par des personnes qui habitent sur cette planète, donc les questions, en fait, qui sont dans ces œuvres sont toujours éminemment politiques, éminemment liées, soit à comment on fait communauté, soit comment on vit avec le vivant, etc., ou le non-humain. Mais en la détachant de la seule question du réalisable, que je différencie du coup du réaliste. Parce que pour moi, ces œuvres sont assez réalistes, on s'y croit, mais par contre, la question du réalisable, je trouve que c'est quelque chose qui est... on attend de la science-fiction et de l'utopie aussi, que ce soit réalisable, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que ce soit de l'anticipation, il faut que ce soit très sérieux, il faut que... En fait, c'est ça qui va se passer, etc. Et je trouvais qu'on avait un peu épuisé... en tout cas dans la science-fiction un peu contemporaine, ou les dystopies, etc., on avait un peu épuisé cette notion de possible, et qu'il fallait peut-être aller voir encore plus loin. Et c'est là où vous liez dans votre livre, qui s'appelle donc Utopie radicale, par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines, où se rapproche l'idée de l'utopie et l'idée de science-fiction. Et il me semble, vous me corrigez, que vous essayez de défendre la possibilité que la science-fiction ignore le probable, le plausible, le possible, pour être sauvage, en quelque sorte, et qu'elle puisse inventer des mondes, des manières d'être ensemble. C'est sans doute quelque chose autour duquel on va revenir, qui n'est pas tant un au-delà, c'est pas tant une histoire de transcendance qu'une histoire de sauvagerie dans l'invention. Et c'est sans doute un point effectivement à discuter. Moi, j'aimerais bien que vous développiez ce lien entre utopie et science-fiction. Et peut-être
Isabelle, vous, c'est pas exactement l'endroit qui vous intéresse sur le lire de la science-fiction. En effet, juste je rebondis sur le terme au-delà qui me parle beaucoup parce que c'est pas du tout une histoire de transcendance. Pour moi, je suis pas mathématicienne, mais c'est assez une histoire de géométrie en fait. C'est vraiment une histoire de penser derrière l'horizon. Il y a c'est une phrase de Pierre Leroux au XIXe siècle qui dit « Vous prenez l'horizon pour les bornes du monde ». Et en fait, ce livre, je l'ai écrit assez rapidement, donc c'est vraiment un essai. Et c'était un peu face à un désarroi très personnel de se dire qu'on n'avait vraiment plus d'imaginaire, qu'on avait le cerveau assez desséché et qu'on n'arrivait pas, en fait, on n'arrive pas à sortir soit des imaginaires de la catastrophe, ça c'est sûr, mais l'imaginaire des alternatives, pour moi, ne se renouvelait pas non plus beaucoup. Et du coup, ce livre, c'était un peu une invitation, plus qu'une preuve de quoi que ce soit. C'était plutôt une invitation à essayer de penser cet au-delà de l'horizon, en se disant de façon, là aussi, je crois, assez logique, et c'est la première phrase du livre, je crois que tout ce qui est possible a d'abord été impossible, et que on ne sait pas, en fait, si, il y a des choses dont on est sûr, ça c'est clair, mais néanmoins, les réponses à ces choses à venir, on ne sait pas quelle forme elles peuvent avoir, et c'est à ce moment-là qu'il faut, en effet, débrider l'imaginaire, le rendre un peu plus sauvage, un peu plus hérétique, un peu plus subversif, parce que encore une fois, c'est là où c'est intriqué, c'est que c'est un ressenti personnel dans le monde réel, mais c'est aussi un ressenti vis-à-vis de la nourriture que je mange, qui est la science-fiction. Où, voilà, en fait, l'imaginaire des alternatives dans la science-fiction est quand même assez commun. Et que j'attendais une seconde claque. Enfin, j'ai déjà eu une deuxième claque. J'ai eu une première claque avec 1984, une deuxième avec Ian M. Banks, qui a écrit Le cycle de la culture, sur lequel j'ai fait ma thèse en philosophie politique et dont j'ai tiré ce concept d'utopie radicale. Mais depuis, après l'utopie radicale, je suis un peu déçue parce que j'en vois peu, en fait. Mais c'est important ce que vous essayez de dire là, et dans votre livre, c'est d'essayer de sauver la possibilité de l'utopie, et pour ça, vous passez par la science-fiction, pour montrer que quelque part, cette utopie qui vous intéresse, qui vous stimule, qui vous semble politiquement importante, comme justement pas un échappatoire, mais un booster, un catalyseur, si je le dis avec mes mots, et qui n'est pas, c'est pas un problème de fiction, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est autre chose, c'est vraiment une mécanique interne qui serait particulière, mais qui en même temps, est-ce que vous pouvez revenir sur un mot sur lequel vous revenez, vous parlez de la proximité, que vous utilisez avec un grand P, qui dit ce lien, je crois, entre ce que nous vivons et cette utopie radicale que vous défendez. Et je ne vais pas refaire le lien entre utopie et science-fiction, parce que vraiment, c'est l'histoire de l'ASF. On peut dire que l'ASF découle de l'utopie, et d'autres disent que l'utopie est un sous-genre de l'ASF, mais vraiment les deux ont à peu près les mêmes outils de déplacement, de volonté de transformer la société pour le meilleur ou pour le pire, etc. Et la question de la proximité, en fait, c'est parce que cette utopie radicale, je l'ai construite selon deux axes qui, pour moi, étaient... Qu'est-ce que je voulais faire avec utopie radicale? C'était reclaim le terme utopie, qu'on cesse de dire que le capitalisme était une utopie, que Elon Musk sur Mars c'était une utopie, etc. Non, dire qu'il y avait un sens politique et subversif et émancipateur, etc., très fort dans le terme utopie, et que ce travail, je l'ai fait notamment avec le philosophe Miguel Abensour, qui a beaucoup travaillé sur Lévinas et Thomas More, mais il ne s'est pas intéressé à la science-fiction, et mon but, c'était un peu de continuer cette histoire de la science-fiction. Et du coup, je disais, l'utopie radicale, c'est deux axes principaux, qui sont, d'une part, le conflit, que non, l'utopie, c'est pas la société parfaite, réconciliée, uniforme, etc., mais qu'elle peut accueillir une forme de conflit, non seulement parce qu'elle est en conflit avec le réel qu'elle critique, mais parce que même en son sein, elle pourrait être capable d'accepter le conflit, et que rien ne dit que non, il faut que tout rentre dans sa case et plus rien ne se passe. Rien ne dit ça. Et l'autre axe, c'était la question de l'altérité. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé sur l'alien et puis le mutant, puis
il s'est trouvé que le fondateur de mon labo était Miguel Abinsour, et je ne le savais pas en allant, en allant signer là-bas. Mais il parle de l'utopie comme une impulsion à l'altérité. Et cette formule, je la trouvais très belle. Et il dit également que l'utopie, ce n'est pas tant de proposer des programmes qu'on appliquerait sur le réel, qu'une façon de soulever ce réel. Et il dit même de soulever la pesanteur de cet ainsi nommé réel. Et donc c'était vraiment ces deux axes. Et la proximité avec un P capital, en fait, je joue un peu le jeu de Banks en faisant ça, qui met des capitales à tous les mots importants dans ses romans. Donc c'était un peu un jeu. Et c'est aussi, ça rejoint... pardon, je parle beaucoup. Non. Ça rejoint le travail d'Abinsour à partir de Lévinas sur la question de l'altérité, sur... cette question de proximité avec l'altérité radicale. Et pour moi, qui ai travaillé sur un auteur qui faisait du space opéra, où là, de l'altérité, il y en avait de toutes les formes, de toutes les tailles, avec des plumes ou avec des moteurs à réaction. Enfin bon, c'est assez riche en créatures et autres objets. Et du coup, cette utopie, ça s'appelle la culture, son but dans la vie, c'est de se promener dans les étoiles et de rencontrer des personnes, possiblement pour se rencontrer, sans aucun intérêt autre que cette rencontre. Alors, pas sur le mode du colonialisme, pas sur le mode de l'envahisseur, etc. C'est une toute autre chose, mais cette question de la proximité avec l'autre que soi est centrale à cette utopie de la culture, et du coup, j'en ai fait un axe assez central à ce que j'ai appelé utopie radicale. C'est dans votre... Dans le livre, il y a plusieurs fois des formules très fortes qui dit « Arrêtons de rêver à des cabanes, on a aussi le droit aux fusées ». Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces fusées, hein, qu'est-ce que c'est pour une vous, lorsque l'ASF apparaît dans vos ouvrages, il y a toujours, il me semble, la crainte de ce que vous appelez l'imaginaire impuissant et de se raconter des histoires. Oui, c'est probablement, non pas une contradiction avec vous, mais... une différence de sensibilité. C'est vrai que j'ai toujours pris le parti de l'imagination par rapport à l'imaginaire. D'ailleurs, il y a une nouvelle de Ursula Le Guin, Changing Plane, où elle, qui n'est pas traduit en français évidemment, mais où elle prend le même parti, c'est-à-dire l'imaginaire, c'est ce qui vous fait rêver dans un aéroport en attendant de changer d'avion. Et c'est quelque chose. Donc, peut-être que l'un des points où pour un peu affiner notre différence de sensibilité, c'est que, comment dirais-je, moi, la notion de réalisable, pour moi, c'est la notion de plausible ou de plausible. C'est réalisable, on y va et on sait comment faire, quoi. Or, c'est certainement pas ce que j'appelle possible. C'est le possible, je le traduis par... Et c'est là que la science-fiction m'intéresse. Là, le possible peut insister, et il insiste à chaque époque. Et pour moi, l'histoire de la science-fiction, depuis que, je dirais depuis les années 70, est une histoire de chercheurs, enfin ceux qui m'intéressent en tout cas, est une histoire de chercheurs qui poursuivent un possible insistant, et qui a été tué par les Reagan d'ailleurs. Enfin, je veux dire, l'Amérique est devenue bête au moment de les Reagan. Elle a eu un moment d'intelligence, et je crois que cette science-fiction qui m'intéresse, ce sont des chercheurs et des chercheuses qui, comment dirais-je, sont aussi inventifs, mais tout à fait autrement, parce qu'ils n'ont pas de laboratoire, que les chercheurs expérimentaux. Mais ils expérimentent le possible de leur époque. Hein? Vous parlez d'expérimenter le possible dont notre époque nous rend capables. Nous rend capables. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'à chaque moment, le possible est différent. Et c'est vrai que la science-fiction de la guerre froide ne ressemble en rien à la science-fiction de Le Guin ou des choses pareilles. Et j'ai l'impression que s'il y a un cri du possible,
et qui n'est pas un cri radical, parce que c'est toujours un cri situé. C'est ce cri qui, pour moi, a été bouleversant quand il a eu... Parce que c'était le moment où il y avait... Apparemment, plus aucune possibilité n'était permise. Toutes les autres étaient écrasées, le communisme était impossible. C'est un autre monde n'est pas possible. C'est le cri de Seattle. Et ça, ce mot possible, c'est pas réalisable. C'est le contraire de réalisable. C'est lui qui nous fait penser, c'est lui qui fait que c'est parce que ce possible existe que la vie est digne d'être vécue. Donc voilà, je dirais que je crois que c'est un cri radical, mais que contrairement à une idée de radicalité un peu imaginaire au sens de non-enraciné dans l'époque où il est posé, est un cri de l'imagination. C'est-à-dire qui dit non à ce dont on a dit un seul monde est possible. Même si, parce que dans cette phrase, expérimenter le possible dans notre époque nous rend capables, et si ce possible est un possible destructeur, il n'y aurait pas, par exemple, dans cette optique, une bonne science-fiction qui présenterait uniquement des possibles. Les possibles destructeurs, c'est plutôt des projets. On sait très bien comment détruire. On n'a pas besoin d'un possible. C'est réalisable. Destructeur et réalisable. On a une phrase effrayante. Oui. En fait, cette question de la réalisation, pour moi, elle s'est posée assez rapidement dans mon travail de thèse, parce que j'étais quand même dans un laboratoire de sociologie et philosophie politique, et moi j'arrivais avec mes petits mutants et mes scoopes volantes, et pour déposer mon projet de thèse, il fallait que je fasse un peu un lien entre la science-fiction, certes, et les utopies, soit les utopies socialistes, soit des expériences d'utopie concrètes, etc. Et que, en fait, grâce à un généreux directeur de thèse, j'ai réussi à évacuer cette question et à me concentrer sur la science-fiction sans avoir à la légitimer. C'était ça mon problème, c'était de devoir légitimer la puissance politique de la science-fiction. Aujourd'hui, ça semble assez banal, je pense, parce que la science-fiction est de plus en plus convoquée, même si je pense qu'elle reste très minoritaire, mais néanmoins, elle reste très... on peut y faire appel. Quand moi j'ai commencé, vraiment, j'étais un peu seul au monde, et c'était la question de la réalisation mettait une limite à l'imaginaire. C'est ça le problème. Mais Musk, c'est réalisable, effectivement. Mais il y a aussi autre chose qui s'est passé quand je commençais ces recherches, c'est qu'il y avait des pubs de ce fameux fabricant de biscuits Lu, et c'était un enfant qui jouait au milieu des champs de blé OGM, et le slogan c'était « Ouvrons le champ des possibles ». C'était un super coup marketing, un joli jeu de mots. Mais enfin voilà, il y avait quelque chose pour moi, aller chercher plus loin, mais aussi par la consommation que je faisais de récits de science-fiction, en fait, où je trouvais que c'était toujours la même histoire qui se rejouait, et que la subversion, ou ce qui, moi, me titillait un peu politiquement, en fait, était souvent assez commun. Pour retrouver un endroit où il y a sans doute quelque chose qui est proche, je vous propose d'écouter un petit document, ça dure 1 minute, que les spectateurs de Vidi connaissent sans doute. C'est pour dire que l'écologie, c'est des récits, mais c'est aussi parfois, ça entraîne aussi des manières de faire. C'est un spectacle qui a été créé ici, qui s'appelait Pièces pour les vivants en temps d'extinction, qui était monté par une metteuse en scène britannique qui s'appelle Cathy Mitchell. Et Cathy Mitchell, c'était en 2021, elle avait posé qu'elle ne prendrait plus l'avion. Et du coup, la question, ça a été comment peut-on continuer à faire du théâtre et à faire un théâtre qui circule autrement. Et on l'a accompagnée sans prendre l'avion. Donc on l'a accompagnée. Elle a choisi ce texte d'une dramaturge new-yorkaise qui s'appelle Miranda Rose Hall et qui raconte l'histoire d'une femme qui rentre en scène en disant « On est désolé, en fait, il y a eu une mort, un décès, on ne va pas pouvoir jouer le spectacle. » Alors je vais essayer de vous le raconter, mais en fait, le spectacle porte sur l'Anthropocène, l'extinction des espèces. Et au moment où elle le prononce, elle dit « Mais même ce que je suis en train de dire moi-même, je n'y crois pas. » La mort, la spécificité de ce spectacle, c'était qu'il n'était branché à aucune prise électrique, que toute l'électricité était produite sur le plateau. Alors à Vidi, c'était avec 2 cyclistes
qui pendant tout le spectacle ont pédalé avec ardeur, et que le spectacle voyage, mais sous la forme d'un script que les théâtres reprennent, et d'autres acteurs et d'autres metteurs en scène s'emparent de ce script et le remontent à leur façon dans ce lieu. Mais si tu veux bien, Théo, on peut écouter cette minute interprétée par Safi Martin-C. Et dans notre performance, on en restait à peu près là. On en restait à êtres humains crevés, êtres humains mauvais, et c'était ok pour moi d'en rester là. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est de la vraie vie dont on parle. Et même si nous sommes l'espèce au sommet de l'échelle, en ce moment spécifique de l'histoire de la planète, il nous faut reconnaître qu'il existe un sommet à l'intérieur du sommet. Et on ne sait pas comment parler de ça en tant que compagnie, en tant que culture, en tant qu'espèce. Parce que, comme nous le savons, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, ni maintenant, ni jamais. Les émissions sont générées de manière disproportionnée. Et la souffrance générée par ces émissions est disproportionnée. Et les personnes qui émettent et les personnes qui souffrent ne sont pas les mêmes personnes. Il y a malheureusement des disparités de race et de classe et de géographie. Et les choses pourraient être autrement. Je veux dire, peut-être qu'il n'y a jamais existé de relation harmonieuse entre tous les êtres humains ou entre les êtres humains et le monde qui nous entoure. Ce qui est étonnant dans ce spectacle, c'est que c'est une actrice qui vient de dire bon ben voilà, on ne va pas pouvoir faire le spectacle, et ça dévie et ça devient un spectacle. Et c'est un point, je crois, où j'aimerais bien vous entendre toutes les deux, parce qu'il y a quelque chose qui, il me semble, vous formulez en commun, c'est la possibilité de la déviation. Se dire qu'il n'y a aucune raison que le monde puisse être, ne puisse pas être différent. Et que la fiction, la science-fiction, ou la philosophie, d'une certaine façon, peut être l'occasion d'un pas de côté. Et qu'est-ce que c'est que ce pas de côté? Et quelle est la part du récit, s'il y en a un, dans ce pas de côté? Pour moi, d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est beaucoup de notre époque qui nous l'a appris, faut encore et toujours penser à la colonisation et à la destruction d'autres manières de vivre qui n'étaient pas utopiques, qui n'étaient pas tout le monde est bon, tout le monde est gentil, nous aimons tous la nature, mais qui pensaient des choses que nous avons refusé de penser et détruit. Donc, se souvenir de que notre histoire moderne commence avec la colonisation, ça nous permet d'un peu quitter les... Oh, nous avons cru pouvoir séparer l'homme et la nature, qui est une grosse généralité. Pour moi, je ne sais pas exactement ce que c'est la nature. Quant à l'homme, en tout cas, il y a plusieurs manières d'être humain, et nous avons détruit une bonne partie des manières d'être humain qui existaient à l'époque. Donc, toujours revenir à ce fait brutal de ce qui a été fait, c'est quasi de l'hygiène. Et ne pas donner à des idées générales comme séparation de l'homme de la nature, etc. Et à ce moment-là, je dirais que, justement, peut-être qu'une des choses qui se produit aujourd'hui et qui a commencé à l'époque de Seattle et à l'époque des zapatistes, c'est la mesure du fait que la destruction, le ravage écologique, le ravage des relations entre vivants, tout ça, a commencé aussi en Europe. Je pense, aujourd'hui, non pas des utopies, mais des possibles qui insistent, et qui insistent un peu partout, c'est ce que j'ai appelé avec un ami la résurgence des communs. Et c'est au moment où l'idée que
que le communisme était une possibilité est tombé, eh bien le communisme a repris. Et l'un de ceux qui poussent cette idée a créé cette phrase qui est « No commons without commoners ». Ou « No commons without commoning », c'est-à-dire le commoning est une pratique. Et il faut réussir à redevenir commoner. Ça veut dire que l'idée de l'homme qui s'est créé au XVIIIe siècle, avec la nature, comment dire, comme ressource illimitée, mais c'était les mondes colonisés qui ont donné cette impression d'illimitation. Ils ont cru que l'Amérique était une terre vierge. Ils n'ont pas vu qu'elle était habitée et cultivée par ses habitants. Donc, redevenir, ça fait partie du reclaim. Reclaim, à la fois guérir de l'individualité qui accompagne cette idée de séparation avec la nature, parce que ce sont des individus humains qui sont séparés de la nature. Et donc, guérir de cela et redevenir capable de se passer d'état. On parlait d'anarchisme ce matin. Oui, mais justement, l'idée je ne crois pas que l'idée d'anarchisme d'un seul coup soit vraiment désirable, parce que justement, il faut d'abord reclaim. Le reclaim est un processus de guérison, et ce qu'on peut, pour moi, espérer, si on veut être utopique, enfin utopique au sens plutôt réaliste, c'est des États qui rêvent de mourir et qui se retirent à mesure que les peuples, les communautés locales récupèrent la capacité de s'en passer. Reclaim, vous l'avez utilisé toutes les deux, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Qu'est-ce que c'est ? Le reclaim, ça c'est quelque chose qui a été très très important dans ma vie et qui m'empêcherait pour toujours de terminer quoi que ce soit, comme l'oratrice de ce matin a terminé en disant que Élisée Reclus, je ne sais pas si quelqu'un était là, mais enfin, qui était un géographe anarchiste, avait en plus le grand avantage de débarrasser l'anarchie de la spiritualité. Eh bien, moi, j'ai trouvé le goût de la spiritualité avec les sorcières qui vivaient un peu de la science-fiction. Hein. San Francisco, c'était un monde où la science-fiction, où la science-fiction et les mouvements sociaux s'entre-nourrissaient extraordinairement. Et reclaim est le terme que la sorcière Starhawk a employé justement pour dire que la question n'était pas de discuter si l'homme était mauvais ou bon, etc. La question était que nous vivons dans un milieu malsain et qu'il faut en guérir. Enfin, et qu'il s'agit d'en guérir. Il s'agit de guérir de ceux dont nous avons été séparés. Et ça, pour moi, et justement, l'une des choses dont il faut guérir, c'est cette espèce de mépris de ce qu'on appelle la spiritualité, qui est quelque chose de commun à tous les peuples indigènes où nous n'avons vu que de la superstition, et qui sont justement une manière de, on pourrait dire, pour reprendre l'autre chose, de trouver la force de devenir commoner, c'est-à-dire de pouvoir vivre ensemble de manière concrète, c'est-à-dire aussi réaliste, c'est-à-dire que dans les commons, eh bien, les gens qui glandent ou qui détruisent les ressources dont on a besoin, etc., sont punis. Simplement, ils ne sont pas punis par l'État avec 3 ans de prison, etc. Ils sont punis d'abord sur un mode où la force de la communauté joue, c'est-à-dire où ce sera d'abord peu de choses, et puis, mais les gens s'entreconnaissent et se surveillent les uns les autres au lieu d'en appeler à la police. Une autorité supérieure. Il y a un très beau roman d'Antoine Trichner qui s'appelle Après le monde, dans lequel effectivement ce type de pratique est expérimenté, une sorte de pratique de laboratoire comme ça, dans lequel le roman est vraiment un laboratoire social. Ostrom, qui est une de celles qui a réhabilité les commons comme hypothèse, pour elle, c'était pas révolutionnaire, mais une hypothèse qui tient, a fait des expériences comme ça et a montré que si
tous les participants à une situation savent quel est l'enjeu et peuvent rappeler l'enjeu les uns aux autres, etc., eh bien, ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus, oui, intelligents et moins portés à tricher que si c'est une règle qui vient de loin et par rapport à laquelle... Donc, il y a là quelque chose qui, je dirais, qui est intéressant parce que c'est... La première fois que j'ai parlé des commons et des sorcières et tout ça, je me souviens, j'étais à Bruxelles, il y a une partie de ceux qui m'écoutaient qui disaient « Oui, mais ça, c'est revenir à l'esprit de village, hein, où chacun observe... » Et j'ai dit « Ça, c'est une vraie réaction d'individu au sens moderne du terme. » Et c'est ça qu'il faut guérir. Ça ne veut pas dire être dans le village au sens commérage, etc. Mais quelque part, ça veut dire que s'intéresser les uns aux autres, c'est important. Est-ce que vous partagez l'idée d'un philosophe comme Baptiste Morisot, par exemple, qui considère que nous vivons une crise de la sensibilité, que finalement la crise écologique était une forme d'expression de cette crise de la sensibilité, et qu'une des voies de guérison que vous tracez serait de revenir à une forme de sensibilité avec le proche, avec le local, avec plus généralement les vivants qui nous entourent? Mais de toute façon, comment dirais-je, tous ceux qui parlent en tentative d'accord avec les peuples indigènes parlent de penser-sentir. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas de pensée s'il n'y a pas d'abord eu de sensibilité. On pense à propos de quelque chose qui importe. Et le fait d'importer, c'est sensible. Il n'y a rien qui prouve que quelque chose est important. Il faut qu'on soit sensible à ça. Donc, oui, je crois qu'une des caractéristiques qui, depuis que l'idée de progrès s'est un peu évaporée, il devient de plus en plus clair que ce qu'on appelle la modernité nous demandait une anesthésie. Et pour moi, le type même de cette anesthésie, c'est l'image de la mobilisation. On est mobilisé pour le progrès, comme les soldats sont mobilisés pour aller tuer, par devoir, d'autres soldats. Donc oui, je crois que... ça, simplement, qu'est-ce qu'on appelle sentir? Peut-être que j'irai un peu ailleurs que Morisot, parce que lui, il est toujours avec ses animaux, et moi, je crois qu'il y a plein de zones de sensibles. Les animaux n'ont pas le monopole du mode du sentir. Les animaux n'ont pas le monopole du mode du sentir. Ni les Morisot. Ni les Morisot. Alice, peut-être déviation, guérison, penser sentir. Mais peut-être juste sur ce point, mais alors comment... Moi, je préfère rester dans le champ qui est le mien, c'est-à-dire de la science-fiction, mais néanmoins, j'en sors un peu quand je dis cela. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une mystification aussi et une exotisation de tous ces savoirs ou de tous ces penser sentir qu'on redécouvre, qu'on découvre? C'est une vraie question, et d'autant que je trouve que souvent ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas celles qui sont insensibles au devenir du monde. Je pense que les personnes qui lisent Morisot ou même Starhawk, etc., sont des personnes qui sont déjà bien conscientes des crises environnementales, écologiques, etc. Et du coup, s'adressant à ces personnes auxquelles moi aussi je m'adresse, je pense, hein, dans mon livre, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme malgré tout de mystification de ce retour à la nature? Je mets plein de guillemets, hein, enfin, ça apparaît pas mal dans la science-fiction aujourd'hui. Enfin, il y a quand même, il y a des tentatives d'arrêter de présenter des héros seuls, souvent hommes, blancs, etc., avec toute la liste qui continue, qui vont sauver la donzelle perdue sur sa planète, plein d'extraterrestres méchants. Ça, on en sort, et il y a de la science-fiction qu'on pourrait dire plus sensible, et qui met à la suite de Ursula Le Guin, hein, qui met au cœur de son propos un tout autre rapport au monde, humain, non humain, etc.
je me perds un peu. Mais... Comment tu as dit, l'esthétisation du pensée? Non, la mystification du pensée. Ouais, ou l'exotisation de... Je sais pas. Enfin, voilà, c'est une question, parce que moi, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas trop ma came, mais c'est tout en vivant au fond des bois et en faisant l'expérience du penser sentir chaque jour, je crois. Mais bon, du coup, j'arrête là, je laisse de côté cette question. Moi, je voudrais revenir sur la question justement du progrès, parce que vous partagez les deux une forme de critique de l'idée de progrès. Il y a une phrase sur laquelle je tombe dans votre livre, Alice Carbédian. Pourquoi l'utopie est-elle devenue dystopie? On n'a pas beaucoup parlé. On a beaucoup parlé d'utopie, mais finalement peu de dystopie, alors que la thématique apparaît beaucoup dans votre ouvrage aussi. La principale cause donc du devenir de l'utopie en dystopie est ce rabattage de l'utopie sur le progrès. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas expliqué. Oui, c'est expliqué après, mais c'est ça. Dès qu'une utopie en fait est embrigadée dans l'idée de progrès, elle devient dystopie. Là, c'est qu'on l'a souvent pensé sous la forme du point final, le progrès arrivant à l'utopie, et après l'utopie, du coup, plus rien. Et après l'utopie, du coup, plus rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire dystopie, en gros. Donc ça, c'est une des choses que je voulais dire par là. L'autre, en fait, c'est ça permet d'affiner peut-être un petit peu simplement aussi, j'ai l'impression, le concept d'utopie radicale. Donc, l'utopie n'est pas un aboutissement comme il y aurait un progrès, puis une fois qu'on est dans l'utopie, pouf, c'est fini. Mais on est dans plutôt une continuation, un processus. Oui, merci. Donc, donc pourquoi radical, en fait? Radical qui veut aussi dire revenir à la racine, et c'était donc revenir à l'étymologie du terme utopie et utopie, le bon lieu et le non-lieu. Et radical aussi pour lui redonner une force dans un monde globalisé, etc. Et je suis désolée, je fatigue. Tout va bien. Et si tu me rappuies sur le bouton, ça va aller. Utopie et dystopie. Non, c'est sur le processus, que l'utopie radicale est une forme de processus qui est du coup... Voilà, donc on a plutôt l'habitude de penser l'utopie comme fin, et à travers tout ce travail, notamment grâce à Abinsour et aussi à un autre penseur, lui, plus de la science-fiction, qui s'appelle Darko Suvin et qui a pas mal théorisé la science-fiction, c'était de voir comment l'utopie pouvait aussi se penser du côté de l'action déjà, et du côté du processus et du côté du devenir. La question de l'utopie radicale, c'était un peu une utopie au carré. C'était de poser la question de qu'est-ce qu'il faut à une utopie, justement pour pas qu'elle se transforme en dystopie. Qu'est-ce qu'il faut à une utopie pour qu'elle reste utopique? Alors comme ça semble un peu... Mais en fait, c'était encore, on en revient à la question de l'au-delà de tout à l'heure, c'était de penser le futur de l'utopie. Et d'essayer de faire monter en puissance cette notion de conflit et cette autre notion d'altérité pour... avoir une pensée de l'utopie qui reste en mouvement et qui connaîtrait ses failles, qui les travaillerait, un peu comme chez Ursula Le Guin, Les Dépossédés. Hein, le sous-titre « Une utopie ambiguë ». Une utopie ambiguë, pour moi, c'est une utopie qui a conscience de ses points noirs et qui essaierait de trouver les réponses et qui, de fait, continuerait à projeter des utopies. Donc c'est un peu une utopie, une méta-utopie, comme ça, qui continuerait justement pour pas... s'uniformiser, pour pas s'ossifier, etc. Et pour pas se transformer en ce qu'on veut absolument qu'elle se transforme, c'est-à-dire en dystopie. L'anti-utopisme de base dit l'utopie, de toute façon, c'est sûr que c'est la dystopie ou l'utopie des uns et la dystopie des autres, etc. Et tout le travail de ce livre, justement, encore une fois, en essayant de l'appeler radical, c'est de dire non, il y a de l'utopie qui peut être pas des créatures naïves, heureuses, etc., mais une vraie utopie politique pour toutes et tous, et qui prend autant soin du caillou à côté de soi que de l'être qu'on rencontre, etc. Pour rebondir là-dessus et pour ouvrir une dernière séquence avant de vous passer la parole, un autre endroit qui vous rapproche, c'est l'idée d'essayer de penser la coexistence
Et dans votre lecture de la science-fiction, et notamment de la science-fiction contemporaine, il y a des passages absolument passionnants de comment vous faites des époques dans la science-fiction et comment l'utopie, dans une sorte de SF classique, était confiée au lecteur en quelque sorte. Elle avait lieu en dehors du livre par un lecteur prévenu, alors que maintenant elle se recherche à l'intérieur. Mais ce à quoi vous aboutissez, c'est de dire que ce qui vous intéresse dans la science-fiction, c'est qu'elle explore des moyens de faire communauté, commun, commons peut-être, comment vous avez dit, commoning, comme des moyens d'explorer des pratiques de ce commun. Et cette question de la coexistence et de trouver d'autres formes d'alliance, d'autres de communautés choisies, si on reprend Donna Haraway, de parentalité choisie. C'est un point qui vous rapproche, et c'est là où il y a une politisation, probablement, en tout cas la première et la plus évidente, une politisation du vivant dans vos deux travaux à travers des récits, c'est d'arriver à des descriptions peut-être, des récits ou des fictions peut-être, pour raconter une autre manière. Ça serait ça, une autre. C'est pas rêver, c'est explorer une autre manière de dire des coexistences. Oui, si je peux dire, pour moi, j'aime bien l'idée d'involution. Involution, c'est le contraire d'évolution, c'est-à-dire, c'était un terme que Deleuze a employé ainsi d'ailleurs, c'est-à-dire de fabriquer des situations qui ont besoin que les catégories, et ici les catégories de la pensée, deviennent secondaires, elles font obstacle. Et il me semble que l'une des choses qui est intéressante pour cette notion de politisation, c'est justement d'abandonner on en revient à la pensée sentir, à l'idée d'une rationalité politique discursive. Pourquoi ? Parce que les pratiques discursives impliquent que l'un gagnera et l'autre perdra, ou vice-versa. Et ça, c'est pas de la coexistence, évidemment. Dans la coexistence, en fait, j'en parle dans le livre, j'en ai fait l'expérience. J'ai parlé avec c'était des migrants illégaux à Bruxelles, d'origine sénégalaise. Donc, comme on en trouve beaucoup. Et il y avait un problème à résoudre, et c'était une expérience de palabre, avec des critères, avec des contraintes qu'on a adoptées, et qui étaient que, justement, personne ne devait parler personnellement du type « je crois » ou s'adresser à l'autre qui n'était pas d'accord en mettant en doute ses intentions ou son savoir, etc. Non. C'était donc quelque chose de très lent, mais où chacun parlait sur un mode impersonnel, du coup. Donc c'était une discussion. Quoi ? Mais pas de discussion. Interdit de discuter. Chacun disait quelque chose qui devait être pris au sérieux et qui, je dirais, était un aspect de la situation. Et à force que ces aspects tournent, que ces dires tournent, eh bien, c'était la situation qui commençait à devenir concrète et à avoir le pouvoir de mettre les gens, non pas d'accord, mais de leur faire parler de la même chose. Et donc ça on voit du penser-sentir à l'œuvre. C'est justement parce qu'on ne bloque pas la pensée dans quelqu'un a raison et quelqu'un a tort, que cette pensée devient sentir d'une situation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'a rien d'exotique, justement, parce que je l'ai appris dans des conditions qui étaient assez improbables, quoi, pas avec des sages, etc., non, avec des migrants africains, et que ça peut être appris. Mais pour ça, il faut quelque chose comme accepter des contraintes
qui nous éloignent de nos conditions de confort, qui impliquent que l'un a raison, l'autre a tort. Et on crée de la coexistence. Ça ne veut pas dire qu'on résout tous les problèmes et qu'on est amis-amis, mais on sait qu'on a parlé de la situation et que c'est la situation qui nous a fait penser. Mais est-ce que, pardon, est-ce que ce que vous racontez là, ça n'est pas l'ouverture à une situation que vous connaissez bien avant, avec ces amis ou ces familles que vous vous êtes choisis, ces faiseuses d'histoire, avec qui vous partagez et où il y a des formes d'alliance où on se relance le récit. Mais une des choses que les femmes qui ont quelques expériences féministes concrètes peuvent dire, c'est on rit beaucoup. Et rire, c'est aussi accepter une situation qui n'est pas morale, etc. Mais ce rire, je l'ai jamais entendu avec des hommes, quoi. Et c'est très difficile de rire avec des hommes comme ça. Donc il y a quelque chose, effectivement, de rapport à une situation qui est différente pour chacune, mais où on reconnaît quelque part, bizarrement, que oui, c'est la même, quoi qu'elle soit différente. Et je crois que, oui, ça a à voir. Ça a à voir avec une expérience féministe. Pardon. Ça ferait peut-être rebondir sur la question de la voix détournée de tout à l'heure et cette question de l'humour. Et c'est pour ça que l'utopie m'a plu et m'a parlé, c'est que il y a un usage de l'ironie dès le texte de Thomas More en 1516, en fait, parce qu'on pense souvent à ce texte comme... Enfin, c'est peut-être pas en Suisse que je vais apprendre ça, mais on oublie souvent le premier chapitre du livre, qui est toute la mise en scène où Thomas More se retrouve avec ses amis pour discuter de politique, et en fait, il introduit un personnage fictif, alors que ses autres amis sont bien réels. Et ce personnage, c'est Raphaël Iclaudet, qui est donc ce voyageur qui revient de l'île d'Utopie et qui va leur faire le portrait de l'île d'Utopie. Et Raphaël Iclaudet, c'est déjà un indice, puisque Raphaël, c'est l'ange qui guérit de la cécité, et Iclaudet, ça veut dire le conteur de sornettes. Et je trouve, enfin, c'est Miguel Abinsour, hein, c'est pas du tout moi qui fais cette analyse, mais l'introduction de ce personnage de fiction qui va nous guérir de la cécité tout en nous racontant des mensonges, je trouvais que c'était, enfin voilà, c'était quel usage politique on peut faire de la fiction, et ce que donc Miguel Abinsour appelle la voie oblique, comment on fait des détours déjà par ce personnage avant même de faire un détour par le voyage qui va nous amener vers une île qui n'existe pas, etc., etc. Donc il y a vraiment la question de l'ironie et du détour sont très liés, et c'est un autre, la question de l'humour qui, comme possibilité de créer des communautés, je trouve que on en trouve un peu dans la science-fiction anglaise, écossaise, etc., mais très peu finalement, et je trouve que ça manque l'humour, parce que la science-fiction se veut toujours très sérieuse pour prouver que ce qu'elle raconte, c'est quand même assez intéressant, et du coup elle laisse complètement de côté cette... Mais quelle science-fiction se prend... Enfin, moi, les livres que j'aime de science-fiction et qui m'ont fait aimer la science-fiction ne se prennent pas au sérieux. J'ai aucun exemple. S'il y en a un qui se prend au sérieux, je l'ai laissé tomber. Donc on n'a pas. On se reparlera après que vous ayez lu L'homme des jeux de Banks, parce que pour moi, c'est Les dépossédés de Le Guin et L'homme des jeux de Banks, c'est à peu près le même scénario. Mais alors, c'est diamétralement opposé en termes de... Enfin, moi, j'ai l'impression que Le Guin, en fait... Alors que j'adore ce livre, alors que j'adore l'invention de l'enzible en tant que petit objet technologique, etc., malgré tout, j'ai l'impression qu'elle a mis au fond de son jardin une expérience de communauté, et que l'usage de la science-fiction est assez moindre. À part que ça se passe sur 2 planètes, etc., l'usage de la science-fiction est assez moindre, là où chez Banks, c'est complètement frappadingue et extravagant. Enfin, c'est une utopie complètement excentrique qui n'a rien à voir avec Les dépossédés. Mais du coup, je dirais que le texte de Le Guin est très sérieux. Ben oui, mais
Sérieux, oui, je crois qu'il est sérieux, Il mais, n'y a pas beaucoup d'humour dedans. mais la question, rire, on rit de choses extrêmement sérieuses. Je veux dire, entre rire et être exubérant, ya, je fais ce que je veux, pop, 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 eh bien, il y a beaucoup de différences. Hein. Et donc, ce monsieur Banque que je n'ai pas lu, pour qui tout est possible, c'est pas sérieux, en effet. C'est pas de l'humour Et sérieux. j'aime Le Guin parce qu'elle elle écrit sérieusement. Elle n'invente pas. Non, donc là, on a une vraie différence. Je ne crois pas que je serais jamais venue à la science-fiction à cause de Banque, parce que pour moi, avoir lu la science-fiction a été quelque part une expérience de vie ou de mort. Voyons voir maintenant si vous avez des questions drôles ou sérieuses. On a un micro qui circule par là. Ça va circuler. Juste devant, s'il te plaît. Merci beaucoup pour ces éclairages passionnants. Pour revenir un peu au titre aussi de cette conférence, je voulais avoir votre avis sur notamment qu'est-ce que vous pouvez dire des imaginaires qui sont portés par les mouvements écologistes aujourd'hui. Est-ce que l'urgence en fait que demande la situation écologique empêche cette imagination, le temps qu'il faut pour se poser et créer des nouveaux imaginaires radicalement différents, des utopies vraiment radicales? Est-ce que ce temps est compromis et comment il peut être renouvelé pour les mouvements écologistes? Mouvement écologiste, vous entendez activiste? Activiste, oui, pardon. Intéressant. Mais, Parce que l'activisme fait récit aujourd'hui. mais en fait, j'ai l'impression, moi, que depuis qu'on parle d'activistes, c'est-à-dire, je dirais après Seattle, parce que c'est à Seattle que le type d'activisme qui a été bloqué, évidemment, par les Twin Towers et tout ça, mais il a renaît et il n'y a pas de véritable rupture avec les activistes écologistes, parce que c'était de l'écologie humaine aussi, dont il s'agissait. Et donc, moi, j'ai l'impression que depuis ce moment-là, eh bien, ce que je lis m'inspire plus et est à ce point intéressant que j'ai plus tellement envie d'écrire moi-même, quoi. Enfin, tout le monde dit des choses intéressantes qui ne sont pas tous d'accord, au contraire, mais j'ai l'impression qu'un temps de conneries écrasantes, qui est celui qu'on a connu jusqu'à Seattle, élevé. Donc, je ne dirais pas qu'est-ce qui est encore possible. Je dirais est-ce qu'on aura le temps, est-ce qu'il y aura le temps, etc. Tout ça, on n'en sait rien du tout. Mais je dirais, ce type de pensée témoigne qu'on pourra crever, mais qu'on ne crèvera pas idiot. Et pour vous, Alice? Est-ce qu'avec l'urgence, on a le temps de s'inventer des histoires? C'est un peu ça, un peu ça la question. Pour moi, déjà, c'est pas vraiment s'inventer des histoires, mais c'est moi qui viens de mal le formuler du coup. Mais en fait, pour moi, la science-fiction, c'est vraiment un levier. Selon l'image qu'on préférera, soit un levier pour soulever, comme disait Bensour, la pesanteur du réel, soit une longue vue, en fait. Et on en a forcément besoin. Enfin, il y a une citation de Frederick Jameson, qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, là, qui dit on ne peut imaginer de transformation de la société qui n'est d'abord projeter des visions d'utopie comme une comète des étincelles. Moi, c'est une de mes lectures de l'utopie, vraiment, qui permet aussi de relier utopie et action. C'est de se dire, à un moment, on est obligé de projeter quelque chose, quel que soit le contenu de cette chose, et que c'est ça qui pousse à l'agir. Surtout, et c'est un peu le propos de ce livre, surtout dans des moments où on est plutôt sidéré, H24, etc., et on peut avoir du mal, notamment face à cette urgence, à savoir quoi faire et pourquoi, parce que si tout est joué, etc., etc. Une autre question. Là, si vous voulez bien relever la main. Oui, merci. Voilà. Il m'a mis debout. Merci beaucoup du coup déjà pour vos interventions. Moi j'avais une question qui est pour
tout vous, mais qui est sur la science-fiction du coup, et sur cette question que je trouve très intéressante d'utopie radicale. Mais du coup, la question c'est que par rapport à cette utopie radicale, est-ce qu'il y a des utopies radicales qui sont possibles pour vous sans technologie ultra performante? Parce qu'on a parlé au début, vous avez parlé au début notamment de colonisation, et il y a eu aussi la citation d'un des ouvrages de « On a aussi le droit de rêver à des fusées », mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport à la conquête spatiale qui rappelle énormément la colonisation, et aussi toute l'utilisation de la technologie et notamment de l'IA dans le génocide en cours, et aussi toute la question de les morts qu'il faut pour que la technologie qui nous est fournie chaque jour continue à fonctionner. Est-ce que du coup, les utopies radicales peuvent pour vous être technologiques? Et si oui, de quelle technologie elles sont remplies? Parce que la technologie d'aujourd'hui, pour moi, elle ne sera jamais radicale. Elle sera jamais radicale. Merci pour cette question. Est-ce que les utopies sobres existent, en fait? Oui, les utopies décroissantes. Mais, c'est parce que ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Moi, j'ai vraiment envie d'utiliser la science-fiction comme un outil pour d'autres prennent de la drogue. Pour moi, c'est la science-fiction, et de fait, c'est pas, quand je parle de fusée, encore une fois, c'est comme Ursula Le Guin, c'est une métaphore, et c'est pas du tout pour dire qu'il faut partir conquérir le cosmos, ou même construire des fusées juste pour aller rencontrer nos voisins, parce que en fait, déjà, on a déjà assez à faire ici. C'est pas du tout ça mon propos, en fait. C'est plutôt métaphoriquement aller rencontrer de l'univers lointain, etc. Tout ce que la science-fiction peut permettre. Encore une fois, en s'extrayant de très loin, on pourrait regarder notre planète plus précisément, ou de façon plus globale aussi, etc. Donc c'est vraiment cette façon d'appréhender la science-fiction comme une expérience de laboratoire, etc., mais un moyen. Et la question de la technique ou de la technologie, mais elle dépend de ce qui en est fait dans ces romans, parce que, encore une fois, moi je parle d'imaginaire, et oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites du génocide en cours jusqu'à Elon Musk, etc. Et je pense que oui, on peut penser une utopie radicale sans une technique totalitariste ou autoritaire, et que la question de la technique, en fait, elle est assez centrale, et ramener, ce sous-titre par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines, c'était aussi pour inviter la science-fiction à repenser aussi cette question de la technique qui a un peu peut-être été évacuée dans ce qu'on appelle la SF positive ces derniers temps, justement pour se concentrer. Mais c'est toujours un mouvement de balancier d'un côté, puis après de l'autre sur le rapport au vivant. Mais comment on fait pour penser les deux? Parce que on hérite de tout un tas de choses dans notre monde réel, on va hériter de tout un tas d'infrastructures, etc. Et ces questions, il faut les poser, en fait. Les questions techniques, on ne peut pas juste les évacuer, je crois. Mais une auteure de science-fiction, Marianne Zimmer Bradley, dans les années 60, c'est-à-dire bien avant beaucoup de choses, a écrit un truc qui s'appelle La vague montante, qui a été traduit récemment en français, qui est intéressant parce que justement, il y a des questions. Ça, c'est un monde avec fusée, et qui a fait naufrage très loin, vaisseau en panne, capote, et sur plusieurs générations, ils ont réussi à remettre le navire en marche, et rentre sur la Terre avec cette double idée. La Terre aura totalement dépassé ce qu'ils sont. Ils reviendront comme des espèces d'ancêtres retardés.
Et en même temps, le fait d'avoir réussi à réparer leur fusée est quelque chose qui honore le progrès, la raison, etc. Donc ils reviennent, et voilà, qui tombent sur la Terre dans un... Personne ne répond à leurs signaux, ils disent aucun problème, de toute façon, ils ont certainement des moyens de communication que nous n'imaginons pas, donc ils atterrissent dans un champ où il y a un gosse qui garde quelques oies, je crois, quelque chose comme ça, et qui les voit sans problème arriver, et qui dit oh, je vais appeler mon grand-père. Il faut dire que c'est pas très féministe. La seule chose dans son utopie qu'on voit, c'est que les grands-mères font plutôt... Bon, enfin, elle ne va pas beaucoup dans les coins. Et donc, ils arrivent dans un village tout à fait paisible, etc. Et ils sont... Comment nous avons fait tout ça? Eux sont rétrogradés, enfin, abandonnés, c'est des traîtres, etc. Il n'empêche que, enfin... Il y a une femme enceinte qui a commencé sa grossesse en apesanteur, donc il y a beaucoup d'inquiétudes, donc, etc. Et celui qui est le plus heurté et pour qui tous ceux qui l'accueillent sont des traîtres, doit tout de même... l'accouchement se présente mal. Et tout à coup, quand les autres voient qu'effectivement il y a un problème, pousse sur un bouton, une paroi s'écarte et il y a un transmetteur, etc. Effectivement, ils apprendront leurs appareils de transmission étaient beaucoup trop anciens, et une fusée, etc., arrive très vite et emmène la femme dans un truc tout à fait perfectionné, etc. Et il s'avère que, mais c'est là que je reviens, que oui, parfois il se demande s'il ne serait pas temps de remettre en marche un problème. Mais il faut encore y penser. Et donc ça veut dire, et c'est une manière de répondre, c'est que les grandes questions, on peut juste commencer à les bouger, mais on ne peut pas les résoudre. On n'est pas digne de les résoudre. C'est apprendre ce qu'elle demande que nous pouvons commencer à faire. Mais l'idée, et c'est en ça que je suis pas... L'utopie, moi, ça m'intéresse pas parce qu'on a l'impression que on peut même de manière ironique ou folle décrire un monde où ces problèmes-là auront été résolus, alors que nous ne savons pas comment les résoudre et que c'est ne pas le savoir qui est important et qui demande de l'apprentissage. Ouais, vous parlez dans le livre de Becky Chambers, Apprendre c'est par bonheur, et qui est aussi un livre qui explore la possibilité d'une communauté scientifique qui n'est ni agressive, ni dominante, mais curieuse, et qui a un usage de la technologie qui n'est pas au service de la colonisation ou de l'extraction. J'y pense parce que eux aussi, ils finissent par se demander s'ils rentrent ou pas. Finalement, est-ce qu'ils vont explorer à jamais jusqu'à se perdre, ou est-ce qu'ils reviennent sur une terre, en l'occurrence dévastée? Ouais. Peut-être juste sur cette question que l'utopie présente un monde où tous les problèmes sont résolus. Déjà, je pense que ça dépend beaucoup de quel texte on regarde, et aussi je pense qu'il ne faut pas oublier le chemin qui est sans cesse entre cet univers fictif et le réel, et qui est dans les deux sens tout le temps, et si bien que un monde peut nous présenter tel problème comme étant résolu, mais en le mettant en miroir avec notre réel, on voit bien que ça soulève telle ou telle autre question, et que moi, ce qui me plaît chez Banks, c'est qu'il y a tout un tas de problèmes, pour le coup, qui ont été résolus, mais ça permet de poser tout un tas d'autres questions qui, en dehors de ce cadre posé, on pourrait pas les poser. D'accord. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que pour le moment, par exemple, il y a pas mal de scientifiques qui veulent plus faire de la science comme maintenant, avec les techniques telles que nous les considérons, et pour qui c'est effectivement un changement écologique qui s'impose, c'est-à-dire que les gens soient pris au sérieux et systématiquement associés selon des modalités
qui ne soit pas fictif, tout le monde a la parole, tout le monde mais qui soit une véritable contrainte où les scientifiques doivent sortir de leur mais tout ira bien ou de leur etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose où on n'a pas besoin de savoir comment, mais on doit savoir. Ce qu'on suppose, c'est qu'il y a une condition sine qua non, c'est que les sciences, les scientifiques, les techniciens cessent d'être des serviteurs du progrès pour devenir participent à une réflexion collective ouverte sur justement des problèmes dont nous n'avons pas la solution. Ouais. Il y avait une question, je crois, juste de ce côté-ci. Il y en avait Oui. une là-bas aussi. Là aussi, d'accord. Ah bah, tu vois. 22 heures. Oui, peut-être que monsieur avait une nouvelle. Merci beaucoup pour l'opportunité de votre échange. En se tournant sur l'épigraphe de cette discussion, réfléchir ensemble, créer ensemble, je me demandais comment vous pensez, vous réfléchissez à la situation d'imaginaire divergent et peut-être conflictuel, en particulier en termes de valeurs, dans des situations cross-culturelles à travers les cultures. Comment est-ce que vous imaginez pouvoir, de manière constructive, développer quelque chose qui mène à un commun? Je crois que ça a été un petit peu adressé par Mme Stelgers à la fin, mais j'aimerais avoir plus d'informations. Merci. Oui, les imaginaires divergents. Moi, je ne sais pas ce que c'est imaginaire pour le moment. Par contre, je sais ce que c'est faire importer sur un mode divergent différents aspects de la situation où on est. Et donc, si c'était imaginaire, il n'y aurait pas de prise, au sens où l'imaginaire garderait les définitions intactes, quoi. Tandis qu'ici, la question est quel est le rapport entre ce que nos mots affirment et ce qui importe et que nos mots ne disent éventuellement pas. Et pour ça, pour moi, pour ça, il faut du temps et des rites qui demandent le temps. Quand je parlais de ces rites palabres, etc., c'est pour ces choses-là. C'est pour des choses de ce genre-là, c'est-à-dire des choses où chacun est coincé par un rapport au mot qui fait partie de son imaginaire, et il faut que cela, non pas s'abandonne, mais bouge, s'enrichisse en entendant le rapport que les autres ont à la situation et au mot. Et pour ça, c'est pour ça que je disais, la seule manière de répondre à votre question que j'imagine, c'est savoir que l'argumentation ne servira pas. L'argumentation qui demande un vainqueur et un vaincu, eh bien, celle-là ne fera qu'un état de guerre, etc. Donc, il y a autre chose dans le langage, parce qu'on passe par le langage de toute façon, il y a d'autres dimensions du langage qu'il faut requérir et mettre à l'œuvre. Merci pour la réponse. Et c'est ce qu'on voit quand on voit l'appauvrissement, par exemple, aux États-Unis, des situations, je veux dire... comment ça s'appelle, enfin, les réseaux sociaux, etc., on réduit les mots à des slogans, de purs slogans. Mais le problème, c'est que nous utilisons beaucoup les mots comme slogans et très peu comme tentative. Se méfier des définitions, toujours se méfier des définitions. Monsieur, je crois que vous aviez une question, hein, n'est-ce pas? Oui, pardon, on te fait... J'ai galopé. Merci. Oui, merci pour cette rencontre et merci pour vos propos. Il y a un livre qui, pendant les conférences d'aujourd'hui, a été évoqué plusieurs fois et qui, semble-t-il, est à l'origine du titre du festival des Écotopiales. C'est Écotopia de Ernst Callenbach, qui est donc une utopie qui se présente comme une semi-utopie. C'est donc un journaliste américain qui a écrit ça en 1975.
C'est un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires à l'époque ou depuis qu'il a été publié, et qui fait une espèce de programme. Je le décris rapidement parce que peut-être pas grand monde l'a lu dans la salle, mais il est sorti en livre de poche il y a une petite année. Il est présenté sous le rayon SF. Et donc, c'est l'utopie de l'ouest des États-Unis qui a fait sécession, et qui a instauré une société totalement écologique. Et c'est une description extrêmement, en fait, réaliste. Et je dis programmatique parce qu'il se trouve que pour des raisons personnelles et pédagogiques, j'ai fait une liste des propositions qu'il y a dans ce bouquin. Et il y a 430 propositions extrêmement concrètes, réalistes, de comment on pourrait vivre, enfin comment on aurait pu vivre en 1975. Donc voilà, il met ça dans un futur qui n'est pas très loin. Et il y a quelque chose d'incroyable parce que c'est comme s'il avait fait une espèce de catalogue de tout ce qu'on dit aujourd'hui qu'il faudrait faire. Donc on a tous les secteurs de la société qui sont passés à travers une description qui est dans une fable d'un journaliste qui vient de l'Est américain, qui est resté, lui, complètement industriel, etc., et puis qui va à l'Ouest américain, puis qui décrit tout ce qui se passe. Et voilà, ma question c'est, qu'est-ce que ce livre, puisqu'il il a été évoqué, quelle importance est-ce qu'il a dans une réflexion sur l'utopie radicale? Quelle place il a dans le parcours d'Isabelle Stengers? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez fabuleux dans ce bouquin, donc voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est un livre intéressant pour vous? Enfin, quand est-ce que ce livre a été écrit? Parce que moi, je l'ai pas lu, je crois. Ok. Et quand? 1975. Ouais. 75. Toi, tu connais? C'est un espèce de best-seller, c'est un best-seller qui est ressorti là. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas, voilà. Toi, Alice? Ecotopia de Ernst Kallenbach. Ah ouais. Donc voilà, pardon, c'est quelqu'un qui me demande de le répéter derrière moi. Mais pour moi, c'est un socle de départ. Ce genre de roman, c'est un socle de départ à ma fusée non extractiviste, non colonisatrice, que j'ai appelée utopie radicale. C'est-à-dire que ce sont des réflexions où on utilise la projection, donc il y a quand même une forme de voie oblique, comme on parlait tout à l'heure, de déplacement, etc., pour poser des problèmes concrets. Et peut-être, là, celui-là apporte beaucoup de réponses, mais c'est ce que j'aime dans la science-fiction aussi, c'est que ça pose des questions plus que ça n'impose des réponses. Après, moi, après ce travail sur l'utopie radicale, et en fait, ce texte, c'est un peu quelque chose manque qui a été un slogan, on pourrait dire, de Ernst Bloch sur l'utopie. Qu'est-ce qui provoque l'utopie? C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et moi, là, avec l'utopie radicale, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans nos imaginaires. Je suis désolée, j'utilise toujours ce terme. Et ça ne veut pas dire que tout ça ne sert pas. Ça ne veut pas dire que les utopies réelles ne servent pas. Ça ne veut pas dire que les utopies concrètes ne servent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter des alternatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écrire de romans assez réalistes, etc. Mais ça veut dire que pour moi, il manque ce pas supplémentaire qui nous fait passer de l'autre côté de l'horizon, parce que de cet autre côté de l'horizon, déjà, il faut l'inventer, il faut l'imaginer. Et en plus, cet autre côté de l'horizon va nous dire des choses sur notre présent qui est inaccessible géographiquement parlant, en fait. Et voilà, c'est pour ça que, encore une fois, je parle de fusée dans ce roman. C'est pas du tout parce que j'ai envie de décoller. Hein. Je suis très bien ici. Mais est-ce que ce de l'autre côté dira des choses qui soient possibles, etc., moi je veux bien, mais qui seront aussi importants à tous les peuples de la Terre? Ça, je ne sais pas si c'est à ma place de dire ça. Non, mais c'est très important pour moi. Est-ce que radical veut dire que ce sera une lingua franca ou quoi? Je pense que ce geste de devoir imaginer pour agir est commun à tout le monde sur la Terre. Après, le contenu de ce qu'on imagine, ça, c'est sûr qu'il n'est pas commun à chaque point de la Terre.
Mais du moins, cet exercice de pensée, je pense qu'il a sûrement existé, et j'en sais rien, mais oui, c'est nécessaire. C'est peut-être un point de vue blanc. Je m'en prends plein ce soir. C'est les Blancs qui ont fait le ravage et qui ont dit oui, mais je crois qu'il est nécessaire que... Mais je dis nécessaire, mais vraiment d'un point... Enfin, j'ai l'impression que c'est presque mathématique, en fait. Pour poser ce stylo, il faut que je visualise ce que je pose de ce stylo. Oui, mais le stylo et le ravage qu'on a commis sur les autres n'a pas beaucoup de rapport. Ah. Mais l'imaginaire utopique est aussi une manière de rentrer en conflit fécond. J'en parle un petit peu ça. En finissant. Très bien. Bien, je crois qu'on peut s'arrêter ici. Merci infiniment pour votre présence, pour ces questions, pour cette discussion aussi extrêmement riche. Merci beaucoup à Eric et au Théâtre de Vigny pour nous avoir accueillis ce soir. Et le Festival des Écotopiales continue demain. À partir de 10h30, vous avez une rencontre avec l'artiste Louis-Lou Collet chez Payot. Et puis ensuite, à partir de 13h30, un grand atelier consacré aux arts graphiques et à la bande dessinée, intitulé « Dessine-moi le futur climatique » à Plateforme 10, à partir de 13h30. Donc, tous les ateliers sont gratuits, évidemment. Et moi, je rajoute pour le point de vue blanc, à la fin du mois, ici, nous accueillons un spectacle qui s'appelle Écosystème, qui est fait par le groupe 50-50, qui est moitié suisse, moitié congolais, et qui est sur des questions d'écologie décoloniale. Donc, notamment, comment est-ce qu'une certaine écologie blanche est allée expliquer aux Mbunti qu'est-ce qu'ils devaient faire avec leurs forêts. Et ils viennent notamment pour toute une soirée de discussions et de débats avec des scientifiques avec lesquels ils ont collaboré, donc pour ces questions de point de vue blanc dans l'écologie. Et l'imaginaire des futurs possibles, la collaboration qu'on a menée ensemble avec l'UNIL depuis 2018 aboutira à 4 jours ensemble en juin prochain. Vous êtes les bienvenus pour poursuivre ces discussions entre sciences et art autour de nos futurs possibles. Et disons utopiques. Nos futurs NOS. Merci Isabelle. Merci Alice.